Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Un bonheur, un plaisir de vous retrouver tous les lundis, mardis, mercredis sur la télévision du Monde dans le cadre de Tout au clair. Tout au clair ce lundi va se consacrer à une actualité en rapport avec la conférence des gouverneurs. Le ministre Paul Atangandji, en charge de l'administration territoriale, a réuni autour de lui jeudi et vendredi dernier, les 10 patrons des régions du triangle national, 10 gouverneurs autour de la même table, aux côtés de ces gouverneurs, le ministre de la République, en plus du ministre de l'administration territoriale, le ministre des Travaux publics, le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie, le ministre des Travaux publics, mais aussi le délégué général à la sûreté nationale. Tous avaient un seul point à l'ordre du jour, notamment la question de la sécurité au Cameroun. Vous le savez, plusieurs régions du triangle national sont minées et menacées par les poches d'insécurité, principalement les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, l'extrême nord et le nord, mais aussi la région de l'est, à raison des rebelles qui viennent de la République centrafricaine, des situations préoccupantes à plus d'un titre qui ont donc meublé les travaux des 10 gouverneurs de région autour du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Paul Atangandji. D'ailleurs, 48 heures de travaux ont permis au cadre de l'administration centrale camerounaise de passer en revue l'ensemble des problèmes qui minent des régions, mais aussi de ou alors de proposer des solutions, au premier rang desquelles le renforcement de la sécurité dans l'ensemble du triangle national. C'est d'ailleurs la principale recommandation de Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale, à l'issue de ces travaux qui auront duré 2 jours et qui auront réuni à l'hôtel de ville de Yaoundé les 10 gouverneurs de région, en plus de plusieurs membres du gouvernement. Comment comprendre cette situation et cette réunion qui s'est tenue quelques heures seulement après une nouvelle attaque et incursion des éléments de la secte islamiste Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun et précisément dans la localité d'Achigacha. Mais aussi, comment comprendre cette rencontre alors que les rebelles sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun maintiennent la pression sur les populations de ces deux régions dites anglophones déjà en proie à cette crise dite anglophone, mais aussi comment comprendre cette rencontre des gouverneurs de région, quelques heures seulement après cette autre attaque opérée par les éléments de la secte les éléments de la sécession dans le nord-ouest. Ces derniers ont pris d'assaut la commune de Mombos dans la région du littoral, à quelques encablures de la arrondissement ou la ville de Mbanga, non loin également d'un puits d'absorption d'eau potable dans l'ensemble de la région du littoral. Une situation préoccupante donc qui a intéressé aussi l'ensemble de la rédaction de Tout au clair. Tout au clair, c'est votre magazine, votre talk show du lundi, mardi, mercredi sur la télévision du Monde. C'est donc la préoccupation de Tout au clair de ce lundi sur la télévision du Monde. Avec vous, mesdames, messieurs, nous allons échanger et discuter avec nos différents panélistes sur le plateau. Vous le savez, Tout au clair est une émission interactive. Vous pourrez donc nous envoyer dans quelques minutes vos contributions, mais également vos questions à travers le 6 99 57 30 26, 6 99 57 30 26. C'est le code d'accès à ce programme. Avec vous, nous ferons le panel, le bonheur de discuter autour de cette problématique, celle de la conférence des gouverneurs, renforcer la sécurité, un impératif au Cameroun. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, la présentation du panel. Une fois encore, bonsoir, bienvenue. Et nous revenons sur le plateau de Tout au clair, comme il est de tradition, tout lundi, mardi, mercredi sur la télévision du Monde, à partir de 21 heures. Et vous le savez, c'est vous à la maison qui faites le bonheur de ce programme. Donc nous vous attendons très nombreux à travers le téléphone ou alors à travers vos SMS, vos questions pour davantage meubler ce programme sur la télévision du Monde. Tout au clair, c'est aussi nos invités. Et pour l'instant, ils sont 3
confortablement installé sur ce plateau, contrairement à 4 qui ont été conviés. Celui du Rassemblement démocratique du peuple camerounais convié à ce programme n'a malheureusement pas pu arriver ce soir. Un impondérable des dernières minutes le bloque. Malheureusement, il ne pourra pas être avec nous, mais nous ferons avec les 3 autres sur le plateau. Et vous le savez, la tradition voudrait que la présentation du panel ici débute par notre gauche et un habitué de ce panel, de ce plateau sur la télévision du monde. Il nous vient d'un nouveau mouvement populaire, NMP. Lui, c'est Bandakani qui pourrait également se revendiquer d'être maillon essentiel de ce qu'on a qualifié comme étant le G20 lors de la présidentielle 2018. Président Bandakani, bonsoir. Bonsoir Frédéric Thomas. Merci. Bonsoir à mes copanélistes que tu auras l'honneur de présenter tout à l'heure. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de LTM Télévision. C'est un plaisir pour moi d'être invité à ta prestigieuse table. C'est un bonheur de vous avoir sur cette table. C'est toujours un honneur de pouvoir discuter et partager avec vous et avec nos téléspectateurs les différents sujets que nous proposons pour leur gouvernement et davantage pour apporter les éléments d'éclairage pour mieux édifier leur lanterne donc sur ces différentes questions qu'ils se posent au quotidien. Et aussi, toujours dans le cadre de ce programme Tout au clair de ce lundi sur la télévision du monde, un autre invité que nous retrouvons après un bon moment d'absence. Il nous vient du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, le Mandem. Dieudonné Yabga, c'est son nom. Il est par ailleurs homme de culture et de tradition, puisqu'il est un bon boc sur ce plateau, mais également dans sa vie de tous les jours. Nouveau retraité. Monsieur Dieudonné Yabga, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision du monde pour cette émission qui met tout au clair. Donc, vous savez, les Mbombok chez nous aiment la transparence, ne veulent pas les choses sombres. Donc, c'est pour cette raison que j'ai accepté de venir participer à Tout au clair. Vous l'avez dit, tout au clair, c'est la transparence. Ici, on dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Et à tout clair, on se fait le bonheur et le plaisir de partager avec nos téléspectateurs à la maison. C'est la raison de ce programme Tout au clair sur la télévision du monde, du lundi au mercredi 21h, 22h30 sur cette antenne. Et puis l'autre invité qui nous revient chaque fois, puisqu'il est l'un des consultants permanents sur la télévision du monde et par ailleurs sur Tout au clair, Michel Moussala, c'est son nom, directeur de publication à Europe Plus. Par ailleurs, éditorialiste émérite. Michel, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous les panélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs qui prennent la peine de consacrer 2 heures pour nous regarder, nous écouter. J'espère que nous serons à la hauteur des sujets dont vous voulez bien évoquer ce soir. Vous avez intérêt à être à la hauteur, les téléspectateurs vous regardent, Michel Moussala. Bien écoutez, vous savez que je me fais de simulations. Ceux qui me lisent tous les lundis et qui l'ont vu ce matin peuvent imaginer à quoi je ressemble quand il s'est agi de parler des choses qui interpellent notre nation. Quand il s'agit d'interpeller la nation, Michel Moussala répond toujours présent et ce soir encore, il a répondu présent à notre appel. Et Michel, nous débutons par vous. C'est une tradition, c'est le devoir du consultant permanent sur la télévision du monde, notamment sur Tout au clair. Le décor, la première rencontre semestrielle des gouverneurs s'est tenue jeudi et vendredi dernier à Yaoundé, à l'hôtel de ville, autour de Paul Atangandji. Le contexte qui prévaut actuellement au Cameroun, valait-il la peine de porter ces travaux autour de cette thématique de l'insécurité? Oui, je pense que oui. Et puis, je pense que ce n'est pas pour la première fois que l'administration a mis en place cette stratégie de rencontre. Et même dans nos régions, il y a ce qu'on appelle les réunions de sécurité dans des unités administratives. Donc, je pense que d'une manière ou d'une autre, le contexte actuel s'y prête. Vous savez, nous sortirons d'une élection présidentielle et à l'entame de cette année, on prévoit en faire 3. Donc, je trouve que c'est normal qu'il y ait des séances de concertation à divers degrés et elles vont d'ailleurs se multiplier parce que en réalité, quand on dit qu'elle est semestrielle, ces réunions peuvent se faire quotidiennement tant que l'importance et les enjeux y recommandent. Donc je pense que le thème sur la sécurité, et nous savions tous que nous avions pratiquement une situation
d'insurrection qui se passe à travers notre pays. Si je considère cela comme insurrection, c'est parce que nous n'arrivions pas, les pouvoirs publics n'arrivent pas à mettre un terme sur ce qui se passe chez nous au sud-ouest et au nord-ouest. Qu'il y a une avancée sur les inscriptions que font le Boko Haram du côté du nord. Et je pense pour ça que les pouvoirs publics devraient davantage se mobiliser pour multiplier des stratégies, pour essayer de venir à bout de ce qui se passe. Parce que en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on n'arrive pas à trouver un terme à ce qui se passe au sud-ouest et au nord-ouest. Donc, des raisons de sécurité, vous imaginez qu'on a attaqué Montbord, maintenant ça se passe déjà dans le littoral, et ça devient inquiétant. L'Est n'est pas très en paix avec nos amis de la RCA qui en font des branches armées et qui deviennent des coupeurs de route. Ils attaquent des planteurs. Le nord n'est pas très sécurisé parce que même là, il y a des enlèvements. Le nord est alors le sud-ouest est devenu un no man's land depuis quelque temps, malgré les efforts que je constate l'administration mettre en place. Et je crois que le langage du ministre Tangandji est important et opportun. Parce qu'en réalité, il nous l'a démontré, parce que je pensais que ça serait une scène passable, celle de Kanto, où quand il a dit qu'il pose des actes où les individus pourront se retrouver dans le pays de si je savais. J'espère que le langage qu'il faudrait tenir dans un contexte comme celui-ci, et le langage qu'il a tenu, a demandé plus d'informations, que les gouverneurs s'attellent à avoir le renseignement. Parce que c'est ce qui manque souvent le plus. Parce que dans un pays, nous avions des États complètement, ce qu'on appelle des États policiers, même s'il y a de la démocratie. La France a installé dans toute la République française des caméras de surveillance. Ce qu'on appelle un peu un État policier quand on a commencé à atomiser les bandes, comment on les appelle, les gardes déposaient les grenades, les bombes dans les terroristes. Et on a vu avec la situation de nos amis du journal Charlie Hebdo, ce qu'ils ont vécu. Donc, c'est des partitions qu'il faut rapidement cerner. On dit gouverner, c'est prévoir. Donc, il faut aller à l'avance. C'est-à-dire qu'en réalité, si on n'avait pas négligé l'approche quand les problèmes sécessionnistes ont démarré, on étouffait les velléités de marche quand les gars disaient qu'ils vont marcher. Mais là, ça a pris une autre tournure qui n'a rien à voir avec la réalité. En ce qui me concerne comme journaliste d'expérience, je pense que cette chose prend des proportions où je me pose bien des questions. Où est-ce qu'on va? Où va le pays? Merci à vous, Michel Moussala, pour ce premier décor. Mbambok Dieudonné et Yebga, des travaux qui se sont ouverts jeudi, mais il faut le dire, ces travaux sont ouverts dans un contexte assez particulier. Pour la Tangandji et ses gouverneurs et quelques membres du gouvernement avaient pour point focal des travaux l'insécurité criade sur l'ensemble du triangle national. Dans le même temps, quelques ans avant le début des travaux, une attaque de Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun. Une autre attaque, il faut le dire ainsi. Est-ce un signal fort à l'endroit du ministre de l'administration territoriale, des gouverneurs des régions et même de l'autorité centrale? Quand Bush avait attaqué Saddam Hussein lui a dit que cette guerre que tu déclenches mettra très long. Quand on a affaire à une guerre conventionnelle, on peut savoir comment faire. Mais quand on a affaire à la guérilla, c'est très compliqué. Monsieur Paul Atangandji, il faudrait qu'il comprenne qu'un autre Paul, j'ai envie de dire monsieur Paul Biya, avait dit en 1991 que la politique, c'est l'art de gérer les contradictions. Nous demandons donc à Paul Atangandji de prendre son courage et de revenir sur ses engagements. Parce que dès lors qu'il a pris le pouvoir, il est un exécutant, il a un cahier de charges, il est en train d'exécuter son programme, tout faire pour arrêter la guerre au nord-ouest et au sud-ouest par la force. Or, on constate que la force seule, là, ne donnera pas une solution. Donc, il faut qu'il fasse marche arrière, qu'il écoute ce que son mentor avait dit, que la politique, c'est là de gérer des contradictions. Il faut qu'il négocie. Ce qu'il a fait, on répond par la violence. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait là ne sert à rien. Et les sécessionnistes, ceux-là, même qui attaquent les hôpitaux, qui attaquent les villages là dans le littoral, parce que même ici à Douala... C'est la deuxième attaque dans le littoral. Dans le littoral.
Et même ici, nous ne sommes pas en sécurité. Mais moi, je vais vous rappeler que j'ai été agressé dans mon village, à 45 km de Yaoundé. Ce n'était pas des Camerounais. Ça, je vous le dis. J'ai été braqué, on a arraché ma voiture et puis tout cela, ce n'était pas des Camerounais. Donc nous sommes en insécurité partout au Cameroun. Et ça, je tiens à le dire. Et pour ça, un conseil à M. Paul Atangandji, parce que nous aimons tous le Cameroun, il faudrait qu'il change. S'il ne change pas, dans les années 90, j'avais assisté à une restructuration d'une entreprise de la place où on avait demandé au directeur des ressources humaines de préparer la liste des gens qu'on allait remercier et que le lundi qui suivait, les gens qui allaient voir leur nom à la porte ne devraient pas rentrer. Le directeur des ressources humaines a fait ce travail, a remis ce travail aux décideurs. Et ces décideurs, on a ajouté le nom du directeur des ressources humaines comme dernier nom. Quand il est arrivé le matin de lundi, lui-même a vu qu'il ne pouvait pas entrer. Donc ce que M. Atangandji est en train de faire, à la révolution, il n'y a pas de sentiment. S'il maintient ce qu'il est en train de faire, il sait ce qu'il attend. Alors, il n'y a que 5, voire 6 régions même du triangle national sont dans une situation d'insécurité assez criarde. Ces travaux étaient les bienvenus. Ce n'est pas les premiers qui portent autour de l'insécurité, même si les derniers ont essentiellement porté sur l'organisation matérielle des élections, de l'élection présidentielle notamment. Le contexte, il n'est pas nouveau. Si on intègre le fait que ce soit Boko Haram ou la crise dite anglophone, la situation dure depuis des années. Simplement, je crois que cette réunion s'est tenue dans une conjoncture qui prend une texture particulière avec le discours de fin d'année du chef de l'État, quand il dit qu'il demande de déposer les armes, sinon il va prendre des mesures adéquates. Il a dit en fin d'année. C'est la parole du président. La parole présidentielle, ce n'est pas n'importe quelle parole. Donc quand le président parle, ça veut dire que l'État est engagé. L'autorité de l'État est engagée à un niveau très élevé. Donc, je trouve cohérent que le ministre de l'administration territoriale s'inscrive dans cette dynamique pour rappeler les gouverneurs à leur devoir régalien. Le rôle des gouverneurs, justement, c'est de veiller, entre autres, au maintien de l'ordre et à la sécurité des personnes et des biens. C'est leur rôle. Donc, cette sécurité des biens et des personnes est remise en cause profondément dans les 2 régions Nozo et au nord Cameroun, si vous parlez comme ça, par Boko Haram qui est réduit à un comportement velléitaire, vous parlez comme ça. Alors, quand j'ai dit ça, je voudrais quand même dire que je voudrais rappeler notre position qui est claire. Nous soutenons l'État, que ce soit dans le cas de Boko Haram ou de la guerre dans les 2 régions, nous apportons un soutien total à l'État. Parce que les 2 guerres ont été imposées à l'État du Cameroun. Ce n'est pas l'État du Cameroun qui les a provoquées. Alors, on peut justifier les guerres par toutes sortes de discours. Mais le fait, il est là, c'est que ce n'est pas le Cameroun qui déclare la guerre à Boko Haram. Boko Haram a attaqué le Cameroun, pour des raisons qu'on connaît, je ne reviendrai pas. Ce sont les terroristes sécessionnistes qui ont déclaré la guerre à l'État du Cameroun. Donc nous apportons notre soutien total à l'État du Cameroun. Je voudrais condamner l'agression dont a été victime mon ami et camarade Yebda. Je crois que ça s'est terminé heureusement. Sa voiture a été retrouvée et il est là sain et sauf. Cette voiture a été retrouvée par l'action de l'État. Il faut que nous mesurons tous à ce à quoi on va aboutir si nous justifions, si nous cautionnons d'une manière ou d'une autre des attitudes où les gens, sur la base de leur lecture de ce qui leur arrive à eux, décident de démanteler l'état de droit, de rayer d'un trait comme ça la loi et le cadre légal pour imposer ce qu'ils pensent être bon pour eux. Déjà, on voit si on prend le cas du Nord-Ouest, les 2 régions, on voit que aujourd'hui, qui est pris en otage? Ce sont les populations. Elles souffrent terriblement de cette situation. La vie est impossible là-bas. La vie s'est arrêtée. L'économie est en train de se délabrer. Le tissu social se déchire. La vie est pratiquement impossible là-bas. Ce sont les populations de ces régions qui souffrent les premiers. Or, quand la crise a commencé au départ, quand on les a miroité cette indépendance, supposée indépendance de l'Amazonie, nous avons été de ceux qui le disaient en ce moment-là que faites attention, on vous entraîne dans un culte de sac.
Aujourd'hui, on est en train de voir ce à quoi ça arrive. Ce type d'État, mon cher Moutouma, c'est ce que nous souhaitons dans notre pays. Nous souhaitons que ça se généralise partout parce qu'on aurait des griefs contre le pouvoir en place. Quand nous sommes en guerre, nous devons soutenir nos institutions. Et dans notre démarche politique, nous assumons ça sans état d'âme. Vous assumez cela sans état d'âme. Avant de poursuivre Michel Moussala, je voudrais, avec la complicité de la réalisation, que nous puissions avoir des réactions des gouverneurs à l'issue de ces travaux de Yaoundé, travaux qui ont duré 48 heures. Il nous a été donné la possibilité d'avoir des réactions de quelques gouverneurs durant ces travaux. Le gouverneur de la région du littoral qui se veut serein, le gouverneur de la région de la Damawa, mais aussi le gouverneur notamment de la région de l'extrême nord du Cameroun, Midi Awa Bakari également, que nous avons pu approcher. La réalisation nous envoie ce petit vox pop, ces réactions de ces numéros 1 des quelques régions que nous avons sélectionnées au PIF pour permettre à ce que nous puissions avoir du grand mood pour continuer le débat dans cette émission. Quittant pour prendre part à la conférence des gouverneurs à Yaoundé, cette région vit dans le calme. Les populations vaquent normalement à leurs occupations et le niveau sécuritaire est un seuil de collectivité en ce sens que les populations et les forces de sécurité travaillent main dans la main pour que nous puissions préserver les acquis de la République parce que le littoral, comme vous le savez, c'est d'abord le poumon économique du pays et si l'économie est saquée, c'est tout le pays qui est saqué. Donc les populations ont bonne conscience de ce que la vitalité du pays passe par Douala et pourquoi pas par notre région. Donc on vit dans l'ensemble dans une symbiose. Même nos frères qui viennent du sud-ouest ou du nord-ouest, n'est-ce pas, viennent trouver cette ambiance et s'impliquent normalement dans notre atmosphère. Et pour l'instant, il n'y a pas question de s'alarmer outre mesure, mais c'est dire que nous tenons à ce que la paix reste la première richesse du littoral. La conférence est un tout. Nous venons suivre les exposés des membres du gouvernement. Nous allons nous-mêmes exposer et à la fin se dresse une synthèse que le ministre de l'administration territoriale devra nous donner en guise de recommandation. Donc nous attendons ce. La situation sécuritaire dans la région de l'Est est sous contrôle. Avec du côté de la frontière avec la RCA, nous enregistrons de moins en moins d'attaques. On a eu quelques problèmes avec les coupeurs de route, mais qui ont été très rapidement réglés. On vient aux conférences des gouverneurs pour présenter la situation de nos unités et recevoir les instructions de la hiérarchie. Donc c'est à cet exercice que nous sommes venus nous livrer. Le problème de sécurité lié au phénomène d'enlèvement des personnes contre des rançons, ce phénomène est en train d'être éradiqué dans notre région, surtout avec l'arrivée du ministre de l'administration territoriale dans la région de la Damawa. Les choses sont désormais recadrées, les choses sont désormais recentrées et une nouvelle impulsion est donnée aux forces vives, aux autorités administratives, aux forces de l'ordre, au comité de vigilance, aux chefs traditionnels. Donc cette nouvelle impulsion va nous galvaniser pour nous adonner à nos tâches de développement traditionnel. Il faut que les activités agro-pastorales qui sont légion dans la région se portent mieux. Il faut que les activités commerciales soient prospères. Il faut que les populations s'adonnent aux tâches de développement également pour accompagner le chef de l'État dans son concept de l'émergence qui est désormais une cause nationale. Voyez-vous, donc au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire tout haut que la situation est redevenue calme, l'état d'esprit est serein et les gens regardent vers le développement, leur propre développement. Et nous sommes très ravis par l'intérêt que les hautes autorités de la République ont porté à ce phénomène dans notre région. La région est calme.
on n'a pas beaucoup de problèmes de sécurité. Mais le dispositif de prévention de tout risque est en place et les hommes restent vigilants. Nous portons plus d'intérêt à la zone frontalière, notamment dans la frontière avec le Gabon, la frontière avec la Guinée équatoriale, qui sont un peu nos zones à risque. Également dans la zone de l'océan, à Kribi, où se développe le port en eau profonde de Kribi. Là-bas aussi, la situation est sous contrôle. Il y a eu quelques mouvements d'humeur qui ont été maîtrisés par les autorités locales. Excepté les deuils, beaucoup de hautes personnalités, nous avons perdu beaucoup de hautes personnalités, beaucoup de fils de la région. La région a été endeuillée dans ces 2 derniers mois. C'est cela qui a ému les populations. Mais d'une manière générale, la région se porte bien. La région est même plutôt une zone de refuge pour les personnes déplacés qui fuient les zones de conflit, et avec les populations locales, l'intégration est parfaite. Permis d'avoir ces retours, réactions des gouverneurs des régions du littoral, de l'Est, du Sud, mais aussi de la Damawa. Michel Moussala, dans l'ensemble de ces réactions, on semble nous dire que la situation est sous contrôle dans la quasi-totalité, excepté quelques zones où on enregistre quelques soubresauts. Je pense qu'aucun gouverneur, sauf celui du nord-ouest et du sud-ouest, dont les attaques sont permanentes, et même ceux de la Damawa et de l'extrême nord, dont nous connaissons le contexte, parce que M. Paul Biya, quand il est arrivé que les affrontements commencent avec les Boko Haram, a déclaré en France que nous allions en guerre, que nous étions en guerre. Mais dans le cas du nord-ouest et du sud-ouest, le chef de l'État ne s'est jamais prononcé sur une éventuelle guerre. Je voulais un peu le dire pour dire à mon ami Yebga que le contexte est complètement différent. Parce que quand on parle des problèmes sécuritaires, on n'individualise pas les cas. Avec on globalise. Parce qu'en réalité, vous avez un voisin, à l'époque, vous saviez qui était votre voisin. Le contexte a changé parce que vous avez la démographie galopante fait que vous aviez des voisins dont vous n'aviez aucune maîtrise. Vous voyez des individus qui sortent le matin, qui rentrent à des heures tardives. Vous n'avez pas le temps de les identifier. Mais pourtant, à ma tendre enfance, j'ai vu que quand vous entriez même en location quelque part, on savait qui habitait à côté de qui. Le contexte a complètement basculé. Maintenant, sous une autre forme, j'ai entendu les différents gouverneurs parler de la maîtrise. Celui du littoral peut bien le dire, mais on sait bien que... C'est une situation sécuritaire collective qui est mise en place. Donc, les orientations qu'on donne, puisqu'il en fait une déclaration et Mombo est attaqué. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, ou bien qu'on peut prévoir, tout en ne sachant par quel vent ça viendrait. Et en réalité, quand tu vois le contexte global, ceux qui sont plus interpellés, ce sont ceux du sud-ouest et du nord-ouest, qui vivent quotidiennement une situation d'insurrection. Donc, le gouverneur du littoral de la Damawa, qui en a passé le micro, journalistiquement parlant, moi, je n'aurais pas cru que j'aurais pu tendre mon micro à quelqu'un qui n'a pas un problème. Je tends le micro à celui qui a un problème. Donc, mais la Damawa a de sérieux problèmes. Il y a des enlèvements. On a d'ailleurs déployé dans cette région. C'est la raison pour laquelle j'estime que, même s'il y a des partitions qu'il faut donner au vu du monde, il y a ceux qui sont plus interpellés pour demander. Et puis, moi, je disais que si c'était le baromètre que j'aurais proposé au ministre d'État, c'est qu'il faut prendre les problèmes conjoncturels à partir de nos tribunaux. Parce que les problèmes qui se passent, les litiges fonciers dans le littoral, j'en connais. Il faut bien qu'on en débatte. Le ministre des Domaines ou le ministre de la Justice ne s'est pas présenté à cette conférence à venir dire comment régler les litiges fonciers qui déchirent les familles dans le littoral. Mais ce n'est pas une situation d'insécurité non plus. Non. L'insécurité, c'est aussi ça. C'est-à-dire que quand vous ne vivez pas quotidiennement, quand vous ne vivez pas la proximité de la paix,
quand vous ne pouviez pas entrer dans votre plantation, pendant que vous trouviez un titre foncier qui est à 25, quelqu'un est venu titrer dans une plantation déjà en production, vient titrer 2 hectares dans une plantation, c'est inadmissible. Et qu'on sache que certains services ont entamé, permettez-moi, M. Moutomeko, je suis par là, que quand vous parlez de problèmes sécuritaires, la sécurité, c'est à tous les niveaux, la sécurité des personnes et des biens. Vous voyez que quand vous avez des artificiers qui arrachent les terrains des gens dans une ville et qui vous mettez, ce n'est pas bien. Vous voyez qu'à la limite, je veux dire qu'il faut prendre une cadence confortable et que quand je disais tout à l'heure, pour terminer, que d'une manière ou d'une autre, l'État, les pouvoirs publics, sachant que la situation au nord-ouest et au sud-ouest a atteint une telle proportion. Quand j'ai entendu mon frère Yebga parler en interpellant le ministre Laté, non, et j'ai écouté Badakane qui disait qu'on n'est pas allé provoquer. La nation ne veut pas ça. Et je crois que j'ai suivi des structures en tant que journaliste. J'ai vu que le président de la République a mis en place des commissions de dialogue, les entame, et permanemment, il y a des gens qui cherchent à voir ce dialogue. Mais j'ai l'impression qu'en face, il y a des gens, il y a des jusqu'à-boutistes qui estiment que tant que leur vœu ils n'ont pas atteint l'objectif, ils ne pourront pas peut-être assez. Mais tout utile, je vais vous dire, les farces ont combattu la rébellion jusqu'à. Mais on a laissé, et jusqu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ils sont venus se mettre sur une table pour discuter les facts. Ils sont devenus un parti politique. Non, on en revenait encore pour dire que la situation, même en Égypte, quand les autres les frères musulmans ont eu l'élection, on est rentré dans une phase où on a estimé que ça ne rentre pas avec la modernité. On les a broyés. Nous ne sommes pas en train de demander qu'on broie nos frères du sud-ouest et du nord. Il faut faire attention. Je dis qu'autant on ne peut pas laisser que des individus viennent couper les têtes aux autres, l'État doit réagir à tout moment pour la sécurité des uns et des autres. Bamba Yebga, voilà des gouverneurs qui ont présenté la situation dans leurs différentes régions. Je reprends le littoral. La situation est sous contrôle. D'ailleurs, un dispositif collectif a été mis en place. Autorités d'une part et d'autre part les populations. Dans l'est du Cameroun, hormis quelques soubresauts enregistrés et à l'initiative des rebelles venant de la Centrafrique, qui sont devenus pour la plupart des coupeurs de route, tout est pratiquement sous contrôle. Au sud, rien à signaler. On accueille d'ailleurs le déplacé interne avec beaucoup de fierté. Dans la Damawa, la situation est recadrée depuis le passage du ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandji, qui a rappelé à l'ordre l'autorité administrative, l'autorité traditionnelle, mais aussi les populations, autour de cette question des coupeurs de route. Donc, pratiquement, on doit pouvoir se dire qu'il était important de repenser ou d'alors de recadrer la question de la sécurité dans notre pays. Alors, pour cette réunion d'insécurité que le ministre Tangandji a bien voulu tenir, il faut regarder ça sous 2 angles. Le premier angle, c'est l'insécurité qui prévaut au nord-ouest et au sud-ouest et qui peut envahir tout le Cameroun. Et dès qu'on a regardé ça, et si c'est maîtrisé, il faudrait revenir, hein, contrairement à ce que Michel Salaki, qu'il ne fallait pas tendre le micro aux gouverneurs qui n'ont pas de problème. Mais si, il faut tendre le micro à ces gouverneurs-là pour qu'on sache que dans leur zone, ils contrôlent tout. Parce que si tout le Cameroun est attaqué, mais c'est très dangereux. C'est pour cette raison que moi j'apprécie la réaction de LTM qui a essayé de choisir ces gouverneurs-là où ça semble, au sud, là, qu'est-ce qu'on attend de Kiosé, Guinée et Gabon, rien de dangereux. Mais il faut quand même essayer de voir, est-ce que par là, les gens ne vont pas rentrer. Moi, j'apprécie cette façon de regarder. Donc, il faut faire attention à l'eau qui dort. Par rapport donc à tout cela, moi, je pense que l'insécurité dont on parle, si on ne regarde pas les 2 sens, ce sera un peu dangereux. Quand Michel dit qu'à l'époque, là, on connaissait nos voisins, je parle bien, parce qu'on dit presque la même chose. La guérilla, on ne la maîtrise pas. Parce qu'on peut déclarer une guerre à un pays. Quand on avait une affaire de Bakassi avec le Nigeria, on savait bien que c'est le Nigeria. Si c'est une guerre Cameroun-Nigeria. Mais la guérilla, on ne sait pas qui est qui. C'est là où c'est plus dangereux. Tout le monde peut attaquer tout le monde en même temps. Nous avons assisté à un meeting, et c'était à Boya, oui,
pendant les élections présidentielles. Vous savez que j'ai soutenu le candidat Keremouna. Nous étions à un stade, au stade. On a fait le meeting. Après, on nous a dit que là où vous êtes là, partez. Si vous ne partez pas, ce sera dangereux. Et on a vu ceux qui nous observaient ont commencé à cerner le stade. Et nous sommes partis aussitôt. Et c'est ces gens-là qui étaient avec nous là, c'est les mêmes gens qui vont se transformer et devenir n'importe quoi. Donc à ce moment-là, il faut faire très très attention. Et je ne peux pas chuter sans dire à mon ami Mbanda Kani que c'est mon ami. Tout le monde le sait que c'est un ami. Il a dit tout à l'heure que mon ami Yebga, mais il a ajouté quelque chose que je ne peux pas supporter. Il m'a appelé camarade, parce que je ne suis pas du G20. Donc, c'est bien mon ami, c'est bien, on se connaît très bien, mais on est... Vous êtes tous des militants des partis politiques d'un camp ou d'un autre. Président Mbanda Kani, est-ce qu'au regard de la situation telle que présentée par le ministre, telle que présentée par ce gouverneur, on peut espérer ou alors on peut penser que les complicités internes font en sorte que malheureusement, la situation actuelle d'insécurité reste criade et qu'elle soit difficilement maîtrisable? Je veux réitérer à mon ami Yebga qu'il est mon ami et camarade. Moi, j'assume mes amitiés et mes camaraderies historiques. C'est mon camarade du Mandem. J'ai été marié avec lui, j'assume ça. Il soutient aujourd'hui à Keremouna. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Mais la conjoncture politique a suscité une alliance. Son histoire politique n'a rien à voir avec celle de Keremouna, il le sait. Mais on comprend très bien que dans une campagne électorale, dans une conjoncture électorale, les alliances peuvent se nouer. Oui. C'est mon camarade et c'est mon ami. D'accord. Libre à lui de refuser. Ok, d'accord. Voilà. Donc, revenons à la question. Alors, tout à l'heure, je suis d'accord avec le DP, Michaud, tout à l'heure, quand il dit que c'est de globalité qu'il s'agit. C'est-à-dire, on est dans une situation globale, que des gouverneurs qui gèrent des régions exposent sur l'état de leur région, cela va de soi. Sur le plan administratif, même sur le plan de la performance administrative et de la maîtrise, n'est-ce pas, de la situation du terrain, c'est important. Mais une fois qu'on a dit ça, le Cameroun est en guerre. Il ne faut pas qu'on raconte des histoires aux gens. Le président peut prendre des précautions, et d'ailleurs il en prend de moins en moins. Quand on parle d'entrepreneur de guerre, ça veut dire quoi dans son discours de fin d'année? Il a déjà bien appelé entrepreneur de guerre. On n'appelle pas à déposer des armes à des gens en sous-tombe, par exemple. C'est parce qu'ils ont des armes qu'on demande qu'ils déposent. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Donc il faut d'abord admettre ça. C'est un fait d'évidence. La deuxième chose que je voudrais convoquer sur le fait qu'il n'y a pas d'un côté l'État en guerre, de l'autre côté des sécessionnistes ou des gens de Boko Haram, et d'autre part, des Camerounais neutres qui habitent entre l'État et d'autres protagonistes. Non. Quand vous lisez l'histoire de l'humanité, chaque fois qu'un État a été en guerre, ceux qui ont pris cette posture-là ont été happés plus tard, soit par l'autre camp, soit par un autre. Donc, il faut être clair. Moi, nos positions sont claires. Donc, de votre point de vue, il n'y a pas de complicité qui fasse en sorte qu'on soit dans une situation il n'y a pas de circonstances... J'y arrive. Je vais d'abord poser le problème clairement. Il n'y a pas de circonstances atténuantes aux sécessionnistes amazoniens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat à faire là-dessus. D'abord, je ne vais pas devenir ce que je dis. Donc, il peut y avoir des circonstances atténuantes à Boko Haram? Non, mais là, c'est la même chose, non? Ce n'est pas le sécessionniste, mais le Cameroun, le président a dit qu'il déclare la guerre au Boko Haram, quelque part à Paris. Oui. Et nous avons tous applaudi. On s'est mis derrière le président. Mais je dis c'est pareil pour des Camerounais qui disent qu'ils sont plus Camerounais. On va expliquer ça comme on veut. Mais ils disent qu'ils sont plus Camerounais, ils sont amazoniens. Deux, ils veulent la sécession, ils prennent des armes et ils infligent une terreur inacceptable à nos compatriotes. Pas seulement les militaires. Mais la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vécu là-bas? Pourquoi on ne peut pas parler de ça? On coupe la tête des gens. On expose. Tous les jours. Mais alors, il faut que ceux qui soutiennent ça continue à soutien à ce genre de choses. Vous ne pouvez pas dire qu'un projet en face, ils ont échoué, l'État a échoué, l'État est mauvais, et vous venez faire pire. C'est-à-dire que dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, on tranche la tête. On vous décapite et puis on expose les écoles, la tête. On brûle les hôpitaux, tout ça qu'on sort, on enlève les gens et tout. Donc, si tel est le projet politique que les gens soutiennent, mais qu'ils aient au bout de leur démarche. Dans notre démarche, c'est clair, nous ne sommes pas neutres. Nous sommes derrière l'État et nous demandons à l'État à un moment donné, pas seulement le discours. Il faut traduire concrètement sur le terrain, dans ces régions-là, la sécurité des biens et des personnes. Pour l'instant, on n'est pas en train de voir ça.
on voit que la population n'arrive pas à vaquer à ces occupations. Les citoyens innocents ne sont pas protégés, leurs têtes sont exposées, sont en danger, et on brûle les édifices publics. Donc il faut que cette sécurité soit restaurée. On veut voir ça concrètement. Alors, ça permet de revenir à votre question. Pour dire que, est-ce que ce qu'on a vu comme déploiement, n'est-ce pas, lors de cette réunion, est à la hauteur de la situation? C'est ça votre question. Mais, moi, j'ai dit jusqu'à présent, si on prend la Boko Haram, notre armée a été extrêmement performante, tout le monde l'a vu, c'est clair. Mais Boko Haram, c'est toujours assez énigmatique dans cette partie du pays. Non, Boko Haram est défait. Il y a des velléités qu'on observe de temps en temps. Deux attaques la semaine dernière. Oui, j'appelle ça des velléités. Avant, on est passé d'une guerre à des velléités, d'enlèvement, d'attaque, tout ce que vous imaginez. Ce n'est pas la même chose avant. L'ennemi a été pratiquement, c'est-à-dire l'armée de Boko Haram a été pratiquement défaite. Elle est réduite aujourd'hui à ce genre d'attaques sporadiques. Alors qu'hier, elle faisait la guerre. Elle faisait la guerre tous les jours. Donc, pour le cas du nord-ouest et du sud-ouest, là, je rejoins un peu ce qu'a dit le camarade Yebga et ami Yebga, quand il pose la question spécifique de ce conflit, spécifique. Le fait que, bon, on a fait une guerre asymétrique où des compatriotes de deux régions du pays, une partie des compatriotes prennent les armes contre le pays, leur État. C'est ça qui fait, qui constitue le caractère spécifique de ce conflit. Mais le Cameroun, c'est pas la première fois qu'on vit ça dans l'histoire. L'Amérique a eu à faire une guerre de sécession. C'était les Américains contre les Américains. Ça a duré 4 ans. Ce n'est pas ce que je souhaite pour le cas du Cameroun, mais il y a des moments où on ne négocie pas, on fait la guerre, je suis désolé de le dire. Il y a des moments où on ne peut pas négocier. Vous voulez qu'on négocie quoi? Qu'on négocie les deux régions du pays, qu'on donne un calot sécessionniste? C'est ce que vous voulez? Il y a des moments dans la vie où des guerres sont justes, où la résistance à un projet qui va anéantir un État est inacceptable. L'État doit faire la guerre. J'ai par exemple la guerre de sécession. Vous voyez aujourd'hui par exemple le cas de l'Espagne. Mais les Catalans, je ne vais pas revenir sur ça ici, vous avez vu toute l'Europe entière s'est levée et a dit pas question, malgré le fait qu'ils aiment gagner les élections, entre guillemets démocratiquement organisées. Ils ont subi une violente répression et l'État espagnol a eu le soutien de toute l'Union européenne pour dire que monsieur, cette affaire-là, ce n'est pas négociable. Alors nous parlons, le président élu à l'époque, il est en fuite. Si là, monsieur lui, on le prend pour le juger. On arrête. Pour dire quoi? Pour dire que vous voyez bien que ça soit, bien qu'il y ait une spécificité liée au caractère asymétrique de ce conflit, mais c'est justement cette spécificité qui oblige l'État du Cameroun à tout faire pour que l'État de droit soit restauré dans cette région-là et que les populations de ces régions-là retrouvent la paix. Alors, il faut que les populations retrouvent la paix. Malheureusement, Michel, la plupart subissent la situation ou les situations qui leur sont imposées. On l'a dit, il y a pas mal de déplacés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Certaines de ces populations se sont réfugiées dans l'ouest du Cameroun, même si sentent ne plus être en sécurité, puisque même les localités de l'ouest du pays sont attaquées pratiquement quotidiennement par ces rebelles sécessionnistes. Certaines ont rejoint le littoral, qui est aussi déjà attaqué, la deuxième attaque dans ces régions. Comment est-ce qu'on doit pouvoir comprendre cela aujourd'hui? Frédéric, je peux dire que la compréhension, elle est toute simple. On ne peut pas partir d'un élément de revendication à un élément de prise d'armes. D'expérience, j'ai écouté Manakani tout à l'heure et que les arguments qu'il a tenus me tiennent à cœur, et c'est vrai. Mais je ne veux pas, pour des choses irréparables, que les autres possèdent. La vie, c'est quelque chose de très cher. On peut réparer une maison qu'on a brûlée. On peut réparer une voiture, on peut s'acheter une nouvelle voiture. Mais on ne peut pas refaire la vie d'un individu qu'on a éliminé. Donc, et j'ai un peu de doute depuis que je parle de cette affaire sur les différents plateaux. Je commence à soupçonner l'élite. Ce ne sont que des soupçons. Non, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... L'élite du sud-ouest et du nord-ouest ne joue pas son rôle. Ne joue pas son rôle. Permettez-moi de le dire. Parce que moi, je suis ressortissant du MBAM. Et un problème se pose dans une revendication que je considère être politique. J'ai quand même quelques entrégences
dans l'Umbam qui permettent à ce que quand je me lève, après presque 36 ans de métier, je suis journaliste, je peux parler dans l'Umbam, on m'écoute. Et j'ai l'impression que cet engagement ne se perd pas, parce que je ne vois pas une détermination. Donc, de votre point de vue, il faut dire des choses. Du Nord-Ouest se plaît d'être en insécurité. Non, il ne peut plus recevoir un Michel Mouchara dans sa maison. Dans sa maison, j'allais à Bamenda chez des amis. Je continue à le dire que quand je vois ces amis, j'avais l'impression qu'ils ont une ascendance sur le plan culturel, sur le plan amical. Mais je dis aujourd'hui, et ça vient de moi, le doute, c'est que s'il y avait davantage, en dehors de la conférence qu'appelle le cardinal Toumi, donc je cautionne que tout élément de dialogue peut concourir à un apaisement. On ne sait jamais. Mais il faut une implication. Il faut une implication. Parce que j'ai pris l'exemple sur ma petite personne. Je suis convaincu que si... il me souvient, pour prendre cette illustration, que parce qu'on dit qu'il passait souvent 1 mois et demi sans électricité. Et que les villageois m'appelaient pour prendre les options d'aller barrer la route de Makenene pour que les voitures qui viennent de l'ouest ne traversent pas pour le centre. Et quand ces citoyens m'appelaient, je leur disais au téléphone, ma petite personne, de par mes relations, laissez, je ferai tout, je vais manœuvrer pour que vous ayez la lumière. Et j'informais les autorités pour dire qu'il se passe un problème parce qu'on dit qu'il y a déjà passé 1 mois sans lumière et que les gens estiment qu'ils ont tout perdu économiquement. Et quand je leur disais d'arrêter, ils arrêtaient. Donc je veux dire ceci pour citer que le problème du Nord-Ouest, qui devient qui revient une nébuleuse, les enfants du Nord-Ouest et du Sud-Est, moi j'ai écouté au départ, et j'ai écouté Yebga qui disait que la violence, non, la force. Je pense que l'esprit du dialogue qui a été développé par l'administration, à Tangandji, le ministre de la Terre est un ressortissant du Nord-Est. Certaines élites, si on s'en tient tout simplement à une certaine approche d'évolution de ce qui s'est opéré entre-temps, quand même le Premier ministre, c'est un gars du Sud-Ouest. Donc, il y a quand même des choses qui ont avancé à la suite d'une demande qui est partie d'un problème corporatif et qui s'en est retrouvé comme s'il y avait un plan, quelque chose qui avait été planifié. Et j'estime que journalistiquement, je trouve intolérable qu'on élimine. Moi, j'ai vu des photos. Il y a des gens qui ont voulu nous mettre en insécurité totale dans le pays. Et je crois que M. Atangandji, ministre de l'administration territoriale et ses gouverneurs, ont le devoir moral de savoir que je trouve inadmissible quand je vais à Bonabéry. Je ne suis pas en train de dire des choses inexistantes. Je vais à Tiko. Nous nous rendions avec des amis le matin, le samedi, pour aller nous distraire. Mais aujourd'hui, quand tu y restes pour 10 minutes, tu as l'impression que tout va... Le dispositif militaire qui est même en route te décourage de foncer. Donc ça veut dire que l'élite devrait davantage s'impliquer. Peut-être que la stratégie qu'ils ont adaptée met long pour que nous aboutissions à quelque chose de très paisible, de concret. Mais je souhaite de voir l'élite du Nord-Ouest et du Sud-Ouest davantage s'impliquer. Alors, dans cette situation d'insécurité, on l'a dit, le gouverneur du littoral l'a rappelé, quand on a une situation économique difficile, on a un pays qui se porte mal sur le plan économique. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut penser qu'on est déjà en situation difficile? Les gens se plaignent de ce qu'il n'y a pas d'argent qui circule dans l'économie, que l'économie ou alors la vie est de plus en plus chère. Est-ce que c'est cette situation d'insécurité qui malheureusement plombe le niveau de vie dans notre pays? Bien. Nous qui sommes des traditionalistes, nous qui sommes des vrais politiciens, c'est-à-dire ceux qui savent faire des analyses, qui savent interpréter des faits. Ça s'adresse à qui ça? Pour les politiques? Il y a certains politiciens qui se disent politiques, mais qui ne peuvent même pas lire un événement. Hein? Alors, quand je commence par cela, j'ai envie de dire ceci. Nous avons eu la chance de côtoyer des maquisards qui nous ont raconté ceci. L'armée française les arrêtait et les relaxait en leur disant que allez-y, parce que si on vous neutralise, nous, on n'aura plus rien à faire. Ah d'accord. Donc vous voulez nous dire que... Je n'ai pas fini. Il y a un président d'une institution qui a dit que les Boko Haram sont parmi nous. On a vu comment on a arrêté les otages, on les a libérés.
avec des rançons. Ça veut dire qu'on connaissait où déposer les rançons. J'ai cru entendre que le Premier ministre actuel, sa maison a été brûlée un jour avant sa nomination. C'est comme si l'information avait circulé, que le dernier carré a transmis l'information à qui des droits pour faire cet acte-là. Quand je finis de faire cette analyse, je me dis, la situation économique dont vous parlez, Frédéric Omotomé, à qui profite la durée de cette guerre-là? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui profitent? Parce que moi, on m'a dit que ceux qui ont brûlé l'hôpital l'autre jour, là, quand on fouille très bien, on peut bien analyser. Il y a les caméras dans toute la ville de Douala ici. L'argent qu'on dépense par jour pour cette guerre-là, pourquoi on ne peut pas mettre les caméras? Qui a dit, je ne sais pas si c'est vous ou lui, qui a dit qu'en France, on a mis des caméras partout. On peut bien investir pour avoir des caméras. Mais s'il n'y a pas de guerre, on peut facilement investir. Là, il y a la guerre. Non, mais cet argent... Est-ce qu'on va mettre l'argent? Est-ce qu'on va mettre l'argent? Est-ce qu'on va continuer à investir? On a investi dans l'hôpital. La conséquence, c'est qu'on sait que l'hôpital a été brûlé. Est-ce qu'on va continuer à investir l'argent alors que cet argent qui va être investi ne pourra pas être sécurisé puisque les édifices publics sont brûlés chaque jour par les rebelles saisonniers, par exemple? Nous ne sommes pas des experts en sécurité. Mais le peu que nous connaissions par rapport à cette affaire, on peut bien savoir qui fait quoi. Je dis que je ne suis pas un expert en sécurité, mais je sais comment ça peut se faire. Et si eux, qui sont des experts, n'arrivent pas à détecter qui a fait quoi, qui a fait ci, ça veut dire qu'il risque d'avoir complicité. Et mon ami Mbanda dit que nous sommes tous pour la guerre. Nous sommes tous pour la guerre. Il faut lutter pour ça. Mais qui est devant nous? C'est ça le véritable problème que je pose. On est tous pour que ces gens-là qui nous dérangent là, qu'on en finisse. Mais qui sont-ils? On ne les connaît pas. On va commencer à tirer en l'air. C'est là le véritable problème. Donc je ne dis pas que... Mais qui sont-ils? Si on les maîtrisait, si on les connaissait, mais on va les écraser tous. Alors, Président Mbanda-Kani, pour chuter sur cette premier volet, avant de prendre la première vague de questions-réponses, on reste sur ce chapitre économique. L'économie camerounaise est-elle mal à l'aise dans cette situation de guerre qui nous est imposée, cette situation d'insécurité que nous vivons au quotidien? Je vous répondrai, je voudrais répondre à mon ami, camarade. C'est pas lui qui pose des questions, hein, c'est moi qui pose des questions. Non, il a soulevé quelque chose qui est important. Ce qu'il a dit est très important. Il faut, je veux dire, rebondir dessus. Ce n'est pas une polémique. Non. Rebondir dessus. Il a soulevé d'autres trois points qui sont extrêmement importants, qu'il ne faut pas prendre à la légère, il faut approfondir. Michaud aussi l'a fait. Le jeu des élites. Le jeu des élites, il faut le dire, que ce soit les élites du nord-ouest et du sud-ouest, les élites même du nord, les élites en général dans l'ensemble de notre pays, ils jouent un jeu. Moi, je voudrais approfondir leur analyse en toute modestie en disant que c'est lié, tout ça est lié à la succession du chef de l'État. Des élites liées aux différentes bourgeoisies administratives qui se sont enrichies au cœur de l'État depuis les années 60 et qui ont des parrains à l'étranger, anticipent sur le départ du chef de l'État. Et là où je nuance avec lui, c'est que ces élites-là ne sont... C'est pas une affaire d'opposition au pouvoir. C'est une affaire où ils ont réussi à translater, c'est-à-dire que c'est transpartisan, puisqu'ils sont coiffés dans des... Ils se retirent dans des sectes où il n'y a plus d'opposants et de pouvoir. Quand ils se retrouvent là-bas, ils savent bien truster leurs intérêts. C'est nous qui sommes naïfs en bas, quand on s'enferme dans les clivages aussi primaires. Donc je suis d'accord avec lui pour dire qu'il y a un jeu des élites qui est grave dans cette affaire. Que ce soit Boko Haram, il a convoqué tout à l'heure, le président, il n'a pas voulu le citer. C'est le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, tout le monde le sait. Le très honorable Kavaye Guédibi, qui a dit de façon solennelle que Boko Haram est parmi nous. C'est ce qu'il a dit. Nous savons que dans les crises du Nozo là, les élites sont en train de jouer en connexion avec l'étranger pour anticiper sur la succession du chef de l'État. Je mets de côté le jeu d'une certaine élite qui a vendu les deux régions à Kilimanjaro. On connaît ça aujourd'hui. Ils ont leur dynamique. Mais il n'y a que l'ensemble des élites, que ce soit dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, a intérêt à ce que ce problème serve de masse de surenchère pour conforter leur position au sein de l'appareil d'État. C'est là où Michaud a raison de parler, d'interroger la stratégie, mais la sincérité
ou bien la capacité de ces élites-là, n'est-ce pas, à être en phase avec les populations, à avoir de l'autorité de ces populations-là. D'accord. Donc, alors, il demande que l'autre question qu'il a soulevée qui est importante, c'est qui sont-ils? Mais justement, si on ne sait pas qui ils sont, il ne faut pas les soutenir. Il ne faut même pas leur apporter la bonne question. On sait qui ils sont. L'organisation ambazonienne, on la connaît. On connaît ses parents à l'étranger, ils ne se cachent pas. Leurs noms sont connus, ils se présentent comme tels. Dans des réunions avec les multinationales, tout ça, on les connaît. On connaît ces gens-là, on connaît même leur soutien. Donc, à partir de ce moment-là, peut-on continuer aujourd'hui à faire croire qu'il y a d'un côté l'État, il y a ceux-là, et on est neutre au milieu. C'est du pays qu'il s'agit. Le pays, c'est le sort du pays qui s'agit. Je termine avec votre question. Là. Il est évident, mon cher Moutomé, que les crises dans ces régions-là impactent négativement l'économie. Quand vous lisez le rapport de GICAM, les points que nous perdons en termes de croissance. De croissance. En termes de doing business. Doing business. Non, de croissance. Je n'aime pas les rapports de doing business, c'est n'importe quoi. En termes de croissance, c'est le lien avec la crise dans le Nozo et les régions du Nord sont établis. Donc, tant que ces guerres-là persistent, il y aura un impact sérieux sur la croissance. C'est vrai que le président a été très optimiste en nous disant, lors de son discours à la fête de la jeunesse, qu'il y a une augmentation, n'est-ce pas, prévisible du taux de croissance. Mais tous les rapports des experts, y compris ceux qui sont impliqués, y compris même ceux qui vendent au marché à Sandanga, ils vous disent que les denrées qui viennent de ces régions-là arrivent difficilement. Et du coup, certaines denrées ont vu leur prix exploser. Parce que la production a été perturbée sérieusement à cause de ces deux guerres-là. Donc, que ce soit au niveau de la ménagère, de la petite vendeuse du marché central, jusqu'au niveau du GICAM, le constat, il est clair. Il est le même. La vie est devenue difficile. Alors, on va prendre ces quelques SMS avant de passer à la deuxième phase consacrée aux recommandations de cette conférence des gouverneurs. Bonsoir à vous sur le plateau. Vraiment, c'est regrettable d'écouter le président Bandakani car il n'est qu'une ramification d'un système qui tue sa population, à arrêter les opposants et encourager le tribalisme. Il vous cite un exemple comme Jacques Ndjian de Momo. Il n'y a pas de dictature sans chute. Bonsoir, c'est Agnipi Noël qui nous a envoyé ce SMS. Alors, nous en avons plusieurs qui sont arrivés. Bonsoir à vous sur le plateau. Face à la crise qui sévit dans les localités du Nozo, l'État, par l'entremise de M. Atangandi, est le principal instigateur de cette situation car il a toujours agi par intimidation et menace, oubliant qu'à un certain moment, l'État, pour sauvegarder ses acquis, doit apprendre à négocier. Le message n'a pas été signé. S'il vous plaît, signez vos messages. Issa de Douala nous dit, Monsieur Bandakani, s'il vous plaît, le leader de Boko Haram, Abaka Shekau, avait dit qu'il n'avait aucun problème avec le Cameroun jusqu'à ce qu'on convoque Biya en France pour qu'il déclare la guerre à Boko Haram. C'est l'avis de ce Camerounais. Bonsoir, Monsieur Moutomé. Félicitations à vous pour cette merveilleuse émission. Je partage et soutiens entièrement la position républicaine de M. Bandakani, que j'écoute toujours avec beaucoup d'attention et de plaisir sur vos antennes. Nous avons marre de ces opposants irresponsables qui n'arrivent pas à faire la différence entre le régime Biya qu'ils n'aiment pas et le Cameroun que nous devons tous servir. Et M. Yebga, arrêtez de cautionner des aberrations comme celles qui sont commises dans le Nozo, juste parce que vous avez des griefs contre le régime de M. Biya. C'est vraiment irresponsable. Emmanuel Mambo de Douala qui nous envoie ce SMS. Bravo au consultant permanent Michel Moussala qui est très pertinent dans ses analyses. Si vous ne pouvez pas appeler par ce numéro de téléphone, nous ne pourrons pas vous prendre. Envoyez simplement un SMS et nous nous ferons le plaisir de le lire ce soir. Bonsoir à tout le panel. Mes sincères encouragements au présentateur. Merci pour le choix, le thème choisi. Un clin d'œil à mon ex-fan, M. Bandakani. La conférence de gouverneurs, c'est bien beau pour les mesures sécuritaires. Moi, je propose une permutation, voire une rotation régulière de tous les gouverneurs. Ceci permettra aux uns aux autres de connaître la situation réelle du pays en matière de sécurité. Robert Clovis de Plumendon à Tekassi Yaoundé qui nous a envoyé ce SMS. Monsieur Bandakani, ce SMS ne peut pas être lu. S'il vous plaît, ayez du respect pour nos invités sur le plateau. Monsieur Armand de Garoua, bonsoir au plateau.
Chaque fois que le président ou un membre du gouvernement essaie de rassurer, les séparatistes démontrent le contraire. L'armée n'arrive pas à résoudre la crise anglophone. La solution n'est pas militaire, c'est le point de vue de ce Camerounais-là. Seul le dialogue entre le père et ses enfants en vaut la peine. C'est également notre SMS. Bonsoir au plateau. Jolie émission, merci. Des Camerounais meurent, mais un homme politique trouve que la situation est sous contrôle. L'on voit bien que certaines personnes ont un peu minimisé la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, et même la situation de Boko Haram. C'est Terry qui nous envoie sur SMS. Bonsoir, je ne sais pas si vous avez suivi le débat, mais le président déchu se réjouissait qu'un groupuscule tienne tête à l'armée qui se dit puissante, puisque puissante, on laisse les gens dire de telles choses dans des télévisions, c'est dans une télévision de la place en face. Bonsoir à tous, l'insécurité dans notre pays est devenue très vulgaire et même préoccupante et récurrente dans les capitales régionales, notamment Garoua, Maroua, Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bamenda, Limbe, Bouya. C'est vraiment déplorable. Tout est à refaire dans ce pays. C'est Bill Jordan des Crébi qui nous envoie ce SMS. Bonsoir, je suis Ghislain Dange Raphaël. J'aime bien les propos de M. Bandakani comme ceux de nos dirigeants qui aiment le Cameroun plus que les autres. Notre père est à la porte de sortie pour dire qu'il n'en a pas pour plus de 15 ans. Il devrait pouvoir rassembler les Camerounais pour que tous ensemble, nous regardions tous pour la sécurité, la sécurisation des biens et des personnes dans notre pays, le Cameroun. J'invite les panélistes à lire très attentivement et avec beaucoup de munitions la lettre de Titis Edouard datée du 13 février 2019 pour comprendre que si une solution appliquée n'a pas marché, on en essaye une autre. C'est un Camerounais qui nous a envoyé ce SMS, mais le SMS n'a pas été signé. Monsieur Bandakani, la situation de guerre n'est pas bonne. Bonsoir à vous en plateau, bonne émission. Je crois pour ma part que le président Bandakani est vrai dans ses propos. Je vais me joindre à lui. Quand tu tiens la main à l'un de tes enfants que tu trouves égaré, qui refuse de l'apprendre, alors tu trouves un autre moyen fort pour te faire entendre. Alors, nous sommes en guerre contre les Camerounais qui disent qu'ils sont ambazoniens. Alors, toujours d'alors, et on se doit de les traiter comme des terroristes puisqu'ils sont pour la plupart des terroristes et non plus des Camerounais. Pour ce qui est de la sécurité des biens et des personnes, ils doivent être frappés de la plus forte des manières. C'est M. Motassi de Yaoundé qui nous a envoyé ce SMS-là. Les sorties, bonsoir à vous. C'est Mme Karl Nana qui nous envoie ce SMS. Dire que cela a commencé comme une blague avec une histoire de pénalty. Je ne comprends pas le conseil. Alors, voilà. Bonsoir à tous. Le ministre de l'administration territoriale tient un langage de fermeté face à ceux qu'il considère comme étant des fautes de troubles. C'est beau de tenir un tel langage, mais faudrait-il ou mettre en pratique les mesures prises car les Camerounais meurent tous les jours s'ils connaissent de quoi il s'agit au nord-ouest ou au sud-ouest, à l'extrême nord, au nord, à la Damawa ou encore à l'est, autre qu'il passe à l'acte et libère ces Camerounais. Les sorties du ministre de l'administration territoriale pour Karl Nana sont révoltantes. Et c'est avec ce SMS qu'on va prendre la suite de l'émission avec bien évidemment la réaction de Paul Atangandji au début des travaux, mais également à la fin des travaux de la conférence des gouverneurs. Je profite justement pour demander à la réalisation de nous envoyer cet extrait, morceau choisi de Paul Atangandji à l'issue de cette conférence semestrielle des gouverneurs. Dans cette perspective, le maintien de l'ordre doit être conduit avec courage, détermination et fermeté. Aucun espace ne doit être accordé aux fauteurs de troubles qui, en toutes circonstances, doivent se heurter à la rigueur de la loi et à la détermination de nos forces de défense et de sécurité. Il conviendrait de relever que certaines échéances électorales pourraient se tenir en 2019. Les gouverneurs doivent déjà créer des conditions favorables pour la tenue probable de ces échéances électorales, du reste attendues par tous les acteurs politiques. Que les autorités administratives seront toujours à la hauteur de la tâche le moment venu. En clair, il s'agira d'organiser les élections à venir dans les 58 départements et dans les 360 arrondissements de notre pays. Je vous engage, monsieur le gouverneur, par conséquent, à suivre
avec toute l'attention requise l'exécution des mesures visant à préserver la paix, la tranquillité publique, afin de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, et permettre ainsi à la nation entière de relever avec efficacité les défis multiformes de chaque jour. Aussi, je vous engage en liaison avec les forces de défense et de sécurité à faire preuve d'une vigilance accrue et permanente en tout temps et en tout lieu. Cette vigilance doit commencer en particulier par les services publics, les écoles, les hôpitaux, les marchés, les gares et les autres lieux de regroupement. Là, vous verrez, monsieur le gouverneur, à intensifier la recherche du renseignement prévisionnel et à mettre hors d'état de nuire les ennemis de la République. Vous verrez particulièrement, monsieur le gouverneur, au respect scrupuleux du caractère unitaire de l'État, à la nature indivisible du Cameroun et à l'intégrité territoriale de notre pays. Nous devons protéger nos populations, nous devons maintenir l'ordre et puis à chaque étape nous faisons une mise en garde aux fauteurs de troubles parce qu'il y en a parmi nous qui ont pour sport favori, n'est-ce pas, le désordre, la perturbation de l'ordre public. Il y en a qui passent le temps à défier l'autorité de l'État, il y en a qui veulent même nous tirer vers le bas. Aucun écart de comportement ne sera toléré, aucun désordre ne sera toléré parce qu'il y va de l'intérêt de tout le monde. La paix, comme je l'ai dit, n'est pas seulement un mot mais un comportement, donc tout le monde doit y participer. C'était le ministre Paul Atangandji au début des travaux, mais également à la fin de cette conférence semestrielle de gouverneurs, première partie, puisqu'au cours de l'année, il en faut deux qui sont menés par le ministre de l'administration territoriale. Et à l'orée de la nouvelle année, donc au mois de février, la première conférence semestrielle de gouverneurs s'est tenue à l'hôtel de ville de Yaoundé. Voilà les recommandations de Paul Atangandji. Préserver la paix, garantir la tranquillité des hommes et des biens, surtout protéger les populations, maintenir l'ordre public, vigilance accrue et permanente, sécuriser les lieux publics. Le ministre Atangandji est dans son rôle. Ben, je le dirais, comme vous le dites, que le ministre Atangandji est dans son rôle, sauf que j'ai prélevé un manquement fondamental. Vous savez, parce que j'ai vécu comme journaliste, et je vis comme journaliste, je ne saurais jamais être dans la posture des hommes politiques, Mbadakani et mon ami Yebga. Donc je suis journaliste, je m'en tiens à ça. Je vais dire qu'il y a un petit manquement parce que j'ai vécu un peu de scènes de violence dans ce pays. Donc je crois que toutes les recommandations qu'a données monsieur le ministre de l'administration territoriale dans le contexte actuel sont importantes. Mais il a oublié, si j'avais à lui rappeler, il aurait pu évoquer tout en préservant les droits de l'homme. Parce que nous avions vu ici, lors de ce qu'on avait appelé une situation il fallait toiletter la ville de Douala. On a créé le commandement opérationnel. Et dans ce commandement opérationnel, j'ai vu quelqu'un qui a perdu sa vie. J'ai vu des individus qui n'avaient rien à voir avec des banditistes. J'ai vu quelques soldats égarés qui venaient trouver l'opportunité de venir prendre quelqu'un qui leur avait enlevé une femme et qui avait trouvé qu'il faisait partie du commandement opérationnel, toutes des voisins, permettez-moi de le dire. Je veux dire que dans cette mission, nous connaissons des zones où j'estime que le nord-ouest et le sud-ouest, même jusque-là, puisque les organismes les interpellent tous dans ce sens, il aurait pu tout simplement rappeler que non, dans le cadre de la mise en sécurité, puisque nous voulions nous tous la paix, dans le cadre de cette mise en sécurité, il est dans ce rôle. Les mots utilisés sont justes, sauf ce petit manquement, parce que je ne vais pas venir sur votre plateau vous dire que monsieur Moutomé, moi en tant que consultant, je suis journaliste, je suis patron de presse, il m'arrive, je suis quotidiennement saisi par des individus où quelques éléments égarés se permettent de procéder à des méthodes d'extorsion qui sont par le fait de la tenue que l'État leur donne. Donc il faut faire très attention, surtout au-delà, on n'a pas demandé que ce n'est pas des vats en guerre. Michel, la guerre... Michel, quand on est en guerre, est-ce que quand on est en guerre, on est en situation de crise, on est en situation de guerre, la sécurité est devenue la chose la mieux partagée parce qu'elle est devenue criarde. Est-ce qu'il est encore temps de penser aux droits de l'homme?
Oui, non, on ne peut pas. Écoutez, ce serait très dangereux pour un journaliste. C'est une question que je pose. Oui, je réponds à la question pour un journaliste de ma trempe. Hein, j'ai fait la prison parce que j'ai accepté de dire un certain nombre de choses. Tout naturellement, dénoncer une pratique telle que les Banakani le font, des gens de la gabégie. Donc j'estime que dans tout ce qu'on veut faire, il y a l'utilité de l'existence de l'être humain. Savoir cerner. Ben, les gouverneurs, j'ai entendu les gouverneurs dire que dans leur région, pour certains, il n'y a aucun problème. Il y a une paix, il n'y a pas de problème. On ne pourrait pas le dire. Je dis qu'il peut y avoir des éléments égarés qui trouvent que dans le domaine de la recherche de l'information ou bien de la sécurité, il peut poser des actes qui concourent à ce que ça vienne remettre en cause. Vous savez tout comme moi que je ne saurais à aucun instant rester insensible à tout ce que des individus viennent me tenir à la rédaction avec des correspondances adressées de temps en temps à les différentes autorités. Non, je lui ai dit qu'il y a des fissures qu'on peut dire tout en rappelant. Je dis bien que de tout ce que le ministre a dit, je partage entièrement son avis, sauf que je lui aurais conseillé que si j'avais été à ses côtés, qu'ajoute le petit mot, mais tout en tenant compte de la situation des droits de l'homme. Merci à vous, Michel Moussala. Il faut préserver la paix, il faut protéger les populations. Comment faire pour protéger les populations et préserver la paix dans une situation d'insécurité quasi quotidienne dans l'ensemble du pays? Alors, quand je regarde le ministre Kanganzi parler, en réalité, j'ai pitié de lui. Non, on ne le dit pas d'une autorité. Non, quand je dis j'ai pitié, ça dit qu'il est dans son rôle, mais un rôle compliqué. C'est là où je dis j'ai pitié, parce que comment il va s'en sortir? Quand il dit qu'il y aura élection dans les 360 communes, dans les 58 départements, nous ne sommes pas une élection présidentielle, où même si c'est une seule personne qui vote dans un arrondissement, on valide le vote. Vous pensez que des gens vont voter à Yaoundé pour les maires du nord-ouest et du sud-ouest? Est-ce que les gens auront le courage d'aller voter au nord-ouest et au sud-ouest pour leur mairie, pour leurs députés? Quand il le dit, c'est là où j'ai dit que j'ai pitié. Il s'engage, il est dans son bon rôle. Il a engagé les gouverneurs à le faire. Oui, mais c'est son rôle de manager. Il leur demande de le faire, mais est-ce que c'est faisable? C'est ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas seulement regarder, dire qu'il faut faire, mais est-ce que c'est faisable? Quand on regarde ça, c'est là où je dis... Non, cher Yebga, permettez-moi de vous dire ceci. C'est qu'en réalité, dans des réunions de ce genre, ce qui se dit, la position même de l'État vis-à-vis de certaines situations, ce n'est pas ce qu'on dit sur les plateaux de télévision ou ce qui en sort d'une déclaration des ministres. Les véritables résolutions se prennent, la preuve en est, les travaux se font à huis clos. Donc, je le rappelle. Donc, les journalistes sont autorisés à faire des images, à faire des interviews, après les mettre dehors. Nous parlions seulement des substances qui peuvent concourir à ce que, sur le plan public, qu'on sache que ceci n'a pas été dit ou ceci n'a pas été fait. Sauf à me tromper, je sais qu'un ministre de l'administration, les ministres de la République ont pour seul souci majeur, dans le contexte actuel, que de voir le nord-ouest et le sud-ouest revenir dans le contexte des nations respectables. Oui. Nous n'avons pas une boule de cristal pour savoir ce qui se sont dit à huis clos. Nous analysons une situation que nous vivons, que nous connaissons. Et c'est par rapport à cette situation que moi je dis que ça m'inquiète de comprendre qu'il y aura élection. Heureusement même qu'il a utilisé le conditionnel. Il pourra avoir une élection cette année. Peut-être que dans des réunions à huis clos, ils auraient peut-être dit que si la situation n'est pas bonne, on peut reporter. Peut-être que c'est ce qu'ils se sont dit. Mais quand on analyse vraiment logiquement, ce n'est pas une élection présidentielle, c'est une élection locale où on doit élire des gens dans le sud-ouest, dans le nord-ouest. Mais est-ce qu'il n'est pas donc temps pour ces populations de composer avec les pouvoirs publics pour le retour à la sécurité, pour que tout se passe dans les meilleures conditions? Je reviens à ce que j'ai dit à la première partie, qu'on ne les connaît pas, même comme le camarade Banda, il m'impose à l'appeler le camarade, je vais le faire. Il dit qu'on les connaît, mais il dit qu'ils sont à l'étranger. C'est là qu'on va les arrêter. Nous voulons quelqu'un à qu'on appelle Bialem. Le Bialem. Bialem. On veut des gens là-bas pour voter. On ne veut pas les gens qui volent à Londres ou bien à Washington. On les veut là. Mais les gars n'iront pas voter. On a vu les sénatoriales. On a déporté
les bureaux de vote, parce que personne ne pouvait y aller. Comment est-ce qu'on va donc faire cette fois? Quand il le dit, comment est-ce que ça va se passer théoriquement? C'est faisable, mais pratiquement, ça sera fait comment? Alors, c'est là ma question. Non, vous ne posez pas de questions. Merci d'avoir donné votre réponse. C'est moi qui fais les questions sur ce plateau. Président Bandakani, posez-vous la question. Merci à vous. Interrogez-vous toujours. Président Bandakani, le ministre de l'administration territoriale a fait sa partition, mais il a recommandé ou engagé personnellement chacun des gouverneurs, les 10 gouverneurs des régions qui vont retransmettre, parce qu'il y a une session de restitution de ces travaux auprès des préfets dans les départements et puis les sous-préfets dans les arrondissements. Mais avant d'y arriver, Paul Tangandi demande principalement de rechercher le renseignement prévisionnel et surtout d'assurer la sécurité des édifices publics, des marchés, des lieux publics, bref, là où il y a toujours beaucoup de monde. Comment cela va se faire? Ou comment cela peut-il être possible? Je voudrais rappeler à M. Yebga que je ne gagne rien à l'appeler camarade. Ça ne me rapporte rien. On parvient ce débat. Non. Non, il vaut mieux avancer. J'ai intégré. Je le fais simplement par honnêteté. J'ai intégré. Parce qu'on était camarades. Il ne faut pas qu'il fasse, ça ne me rapporte rien. Non, j'ai intégré. Donc, je vais donc vous appeler M. Yemga, comme vous le voulez. Et je vais imiter, je vais jouer au prêtre catholique. Je ne suis pas latin. Vous ne l'y êtes pas. Non, je ne suis pas latin. C'est la langue du travail. Vis pace para bellum. Comme excuse si je bricole le latin. Si vous voulez la paix, préparez la guerre. Il y a des moments où la meilleure façon de défendre la paix, c'est de faire la guerre. Moi, je ne suis pas un va en guerre. Tout le monde le sait. Mais vous allez faire comment alors? C'est-à-dire que les gens vous disent que les 2 régions-là doivent devenir indépendants. Ça s'appelle l'État ambazonien. Vous voulez que l'État fasse quoi? Que l'État dit que vous comprenez? Mais de quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Donc, moi, je ne suis pas de ceux, mon cher Moutomé, qui comptent les coups que l'armée du Cameroun reçoit de la part de ces terroristes. Il y en a qui se réjouissent quand l'armée reçoit des coups, oubliant que le fondement de l'État va pénaliser tous les Camerounais, sauf ceux qui ont des nationalités étrangères et qui vont être extirpés, comme d'habitude, par leurs parents étrangers. Mais vous et moi, moi je vous connais. Vous n'êtes pas de la haute classe de ce pays. Mon aîné Michaud n'est pas de cette classe-là. Monsieur Yabba non plus, sauf s'il me demande. On va faire comment? Donc, nous n'avons pas... Aucun Camerounais n'a intérêt à ce que l'État s'effondre. Ce n'est pas l'État de Paul Biya. C'est l'État du Cameroun. Donc, les coups que l'armée reçoit de temps en temps ne peut pas nous réjouir. Ça, c'est un. Donc, c'est pour ça que moi, je dis, je ne réfléchis pas. Soutien total à l'armée du Cameroun et à l'État dans ce combat-là. Donc, je rappelle que ce combat-là est constitutionnel. Ce sont les fonctions régaliennes de l'État. La Constitution demande au président Biya de garantir l'indivisibilité du territoire camerounais. Si le président Biya échoue par rapport à ça, il n'a pas de raison d'être président. C'est son devoir constitutionnel. Et tout à l'heure, j'étais très heureux d'entendre qu'on a retrouvé la voiture de mon frère aîné Yebga. Qui a retrouvé? Ce sont les structures de l'État. S'il n'y avait pas l'État, sa voiture serait partie comme ça dans les mains de ces délinquants. Donc nous avons tous intérêt à ce que l'État ne se fondre pas. Et de ne pas encourager que des gens s'amusent comme ça à imposer leurs lois quand ça les arrange sur le prétexte qu'ils sont marginalisés. Chacun de nous peut interpréter sa situation comme il veut, hein? Mais la loi est claire par rapport à ça. Ce que je voudrais ajouter en deuxième lieu, c'est que alors nous savons tous les rapports militaires ont fait le scénario au président pour éradiquer en 2 secondes. On connaît toutes les bases. On a les photos, on connaît. C'est le président qui dit non. Parce que justement, il y a le paramètre de l'homme que tout à l'heure Michel a évoqué avec beaucoup d'intelligence. Parce qu'au niveau international, les puissances qui sont derrière ce genre de situation instrumentalisent les prétendus droits de l'homme pour perpétuer leur politique impérialiste. On n'apprendra ça à personne ici. Donc, le président dit non. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont trop forts. C'est parce que justement, le président continue à les considérer comme des fils qui sont égarés. Il dit jusqu'à présent, mettez la pédale douce. Nous avons ces rapports-là, c'est connu. C'est connu. Donc, de mon point de vue, vraiment, je maintiens ma position. Ce qui se passe dans ces 2 régions-là est inacceptable, mon cher Moutomé. Elle ne peut pas être soutenue d'une façon ou d'une autre. Maintenant, si on veut faire la politique et qu'on estime que la voie à prendre, c'est d'instrumentaliser ça pour peut-être avoir des voix là-bas lors d'une prochaine élection, avoir de la sympathie,
C'est un choix qu'on fait. Mais le propos du ministre, semble-t-il, vous a dit mettre un militaire, un policier, un gendarme derrière chaque Camerounais, derrière chaque édifice public. Non, c'est pas possible. Est-ce que c'est possible? Non. Le ministre compte sur les instruments que l'État dispose pour le maintien de l'ordre. Il a dit lui-même. Il y a des dispositifs qu'on connaît. On ne mettra pas, du moins, on n'est pas encore arrivé à ce niveau, même si il y a ce qu'on appelle l'armée populaire à un moment donné. Quand la guerre s'étend, on peut appeler, n'est-ce pas, on peut appeler les gens à venir renforcer l'armée. Et moi, je partirai. Moi, je partirai. Donc, pour dire qu'on n'est pas encore à cette situation-là. Donc, je répète et je dis que dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, l'État a les moyens de mettre fin à ça en quelques secondes. Ce sont justement ces paramètres de droits de l'homme, n'est-ce pas, qui justement amènent le président. Et du fait que le président regarde comme étant ces gens comme étant ses fils, n'est-ce pas, qui amène à faire la pédale. Maintenant, pour la question de l'élection. Vous savez, mon cher Moutomé, les entrepreneurs politiques qui instrumentalisaient cette affaire pour leurs intérêts politiques et vouloir faire un coup d'État au Cameroun, vous avez dit qu'il n'y aurait pas d'élection présidentielle au Cameroun. Vous vous souvenez, non? Si vous plaquez ici, vous vous souvenez, on en parlait. Il y a eu l'élection présidentielle. L'État a le moyen de faire que les élections se passent, législatives, municipales, régionales, se déroulent dans tout le territoire camerounais. Et ils doivent tout faire pour ça. On a le moyen de le faire. Il n'est pas question de venir et de nous effrayer nous-mêmes en faisant comme si nous avons intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'élection là-bas. Je voulais rappeler, quand il n'y a pas d'élection là-bas, quand tu as cette situation, à qui ça profite? À qui ça profite justement à ces élites dont parlait tout à l'heure Michel Moussala? Puisque s'il y a l'insécurité, le peu de gens qui vont voter, les résultats vont prendre en compte leur vote, peu importe le nombre qui allait voter. Or, vous savez que l'État a le moyen de faire à ce qu'un petit nombre vote. Merci à vous. Alors, on va prendre ces quelques SMS. Good evening to everyone in the studio. Please, we want peace. We are not in support of the secessionist action. We are tired of kidnapping and killing likewise the military. Please, let Atanganji tell Paul Biya the truth. We are tired and we want peace. C'est Monsieur Franck qui nous a écrit de Niala dans la ville de Douala pour cette autre édition de Tout au clair. On va prendre encore plusieurs autres SMS qui sont arrivés. Bonsoir au panel. Je vois que il n'y a pas... je ne suis pas certain. Alors, des messages qui seront un peu désobligeants vis-à-vis de nos panélistes, nous ne lirons pas. Merci au président Bandakani pour ses éclaircissements. Comme toujours, n'en déplaise à ceux qui ne comprennent pas ton niveau intellectuel, tu as l'espoir de ce pays. C'est M. Mbappé de Deido qui nous a envoyé ce SMS. Il pense d'ailleurs que vous êtes magistral, vous êtes un véritable patriote. Vous êtes dans une salle de cours. Je suis... bonsoir à vous sur le plateau, surtout au président Bandakani. Je suis heureux de vous savoir sur ce plateau. J'attends avec impatience vos analyses qu'il a données avec beaucoup de détermination. C'est Roberto de PK8. Je suis d'accord avec vous, président Bandakani, mais ne croyez-vous pas que c'est déjà un peu trop ce qui se vit comme insécurité dans notre pays? Bonsoir au panel. Comme nous ne connaissons donc pas la personne qui est devant nous, que doit faire l'État? Doit-il dialoguer? C'est une question qui est posée. Bonsoir au panel ce soir. C'est M. Ténéjacques de Douala qui revient, qui nous dit Paul Atangandi connaît au fond de son cœur les problèmes qui sévissent dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Il devrait pouvoir dire toute la vérité au chef de l'État, Paul Biya. Un autre SMS qui est arrivé ce soir, c'est M. Egbe de Boya que nous saluons avec beaucoup d'emphase. Good evening all. Thank for your program. Thank you. I also want to thank Mr. Bandakani for his analysis. What a shame for Anglophone. We kill, kidnap, harass, cause terrible damage, suffering to their brothers. 10 days of ghost town imposed to their brothers with no food, no means of transportation in the name of struggle. What a shame. We are tired. Let Anglophone free their brothers from the hell that they have created. Thank for the program, Mr. Egbe in Boya.
dans le sud-ouest du Cameroun qui nous a envoyé ce SMS. Belle émission, je suis d'accord avec les panélistes qui soutiennent l'État du Cameroun dans sa mission régalienne de protection de la population. C'est Albert Savio qui nous a envoyé ce SMS. La force militaire n'a jamais apporté la paix d'un conflit interne d'un pays. Dommage à la réflexion faite par M. Bandakani. De toutes les façons, il nous dit qu'il vivra verra. C'est Vicky de Yaoundé qui a envoyé ce SMS. Alors, un autre SMS qui est arrivé. Bonsoir, je suis une jeune fille âgée de 18 ans. De mon côté, la sécurité de ce pays ne vient de nous-mêmes et non seulement du président ou des militaires. Je tiens à dire que les Camerounais aiment ce pays. Et que le métier de quelqu'un est trop facile sans savoir que si l'on met ces critiquards-là, je reprends le SMS, à la place de notre père Paul Biya, ils ne vont même pas faire la moitié de ce que le père Paul Biya a déjà fait pour ce cher et beau pays, le Cameroun. Donc, juste pour dire que le dialogue de nous-mêmes est la meilleure chose à faire pour davantage assurer la sécurité des hommes et des biens. Bonsoir, la situation du Nozo est préparée depuis longtemps et connue par l'élite de ces deux régions. Les mots annonciateurs de ce qui arrive depuis quelques années sont sortis de la bouche d'un ou d'une haute personnalité d'une commune de Limbé. Vous, les francophones là, vous allez voir, le temps était grave. Ce jour-là, nous sommes à la veille de la Coupe d'Afrique et des Nations féminines de football, donc en 2016. Et nous poursuivons avec les SMS. La nomination de M. Tangandji n'allait pas dans le sens d'apaisement. Un dialogue inclusif demeure l'actualité. L'intimidation n'a pas de place lorsqu'il y a la possibilité de négocier. C'est Henri qui nous a envoyé ce SMS. Bonsoir, monsieur. L'affaire a été négligée par le régime de la République. C'est Igor qui nous a envoyé ce SMS. Monsieur Moussala, les problèmes d'une CAM ne sont pas les mêmes de ceux du nord-ouest ou du sud-ouest du Cameroun. Les élites n'ont pas la même influence parce qu'on ne les connaît même pas. Par exemple, à Tangandji, dans son village, n'est pas connu. C'est l'avis de ce Camerounais Igor de Douala. Il vit à Douala et il pense que les autres ne sont pas connus dans leur localité. Bonsoir à vous. C'est une honte pour les élites des deux régions dites anglophones. Ces élites doivent être interrogées pour savoir ce qu'ils font à leur niveau pour faire revenir la paix. Belle émission. C'est M. Moubarak de Mendon à Yaoundé qui nous a envoyé ce SMS. Nous ne pourrons malheureusement pas lire tous les SMS, 2 SMS pour passer un dernier tour de table et puis conclure cette émission. Tout ce qui nous arrive est la conséquence d'une longue durée au pouvoir d'un régime. On n'a pas de choix. David Parfait de Bonapriso. Et puis un autre SMS sur le plateau. Bonsoir, monsieur Bandakani, vous êtes toujours pertinent dans vos analyses. Bonsoir, le plateau. Juste pour dire que les forces de défense du Cameroun ne savent pas que museler l'opposition puisque je note que les petits gars dans les brousses avec les fusils de chasse leur cause des dommages et les empêche de pouvoir avancer dans la crise du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun et davantage amener une guerre classique dans cette partie du pays. C'est Mohamed qui a envoyé ce SMS. Et puis un dernier bonsoir au plateau, c'est Abesolo à Endom qui nous a envoyé ce SMS. Je suis content de ce débat que vous avez tenu à sortir ce soir des Lornières. Merci à vous à LTM, à la télévision du monde, notamment à Tout au Clair. C'est M. Abesolo qui nous a envoyé ce SMS. M. Moussala, pour clôturer ce plateau, de toutes les façons, des recommandations précises ont été faites au gouverneur des régions. Est-ce qu'on peut attendre les premières retombées dans les tout prochains jours? Ben écoutez, le temps finira par nous dire. Je ne peux pas lire ce qui se passera demain. Et dans la nuit, je vais tout simplement... Mais la sécurité s'en renforce de toutes les façons. De toute façon, c'est le souhait de tout un chacun. On parle de la sécurité. La sécurité est l'élément fondamental dans une vie. Parce que même si vous êtes avec vos enfants, vous devez être en sécurité. Tous les cadres dans lesquels nous nous retrouvions devraient être sécurisés. Je vais tout simplement émettre un vœu. C'est qu'en réalité, comme je dis à l'entame de ce débat, que toute vie humaine, nos militaires qui meurent sur le front, ces citoyens qui font de l'insurrection et qui estiment que la perte d'une vie, je le dis,
toute vie est utile. Et puis, M. Biya l'a dit. Il a dit que nous sommes mendiants de la paix. Et donc, d'entrée de jeu, j'estime que cette paix, je préfère encore ne pas manger, mais que j'ai de la paix. D'accord. C'est difficile, mais nos frères du sud-ouest et du nord-ouest devaient se remettre à l'évidence, parce que les mots d'ordre, ça pourrit une situation terrible. Le mot d'ordre de fermer les boutiques, d'affamer toutes les familles, d'arrêter l'action industrielle. Moi, j'ai une société forestière qui licencie dans quelques jours 1800 agents. C'est pénible de le savoir, du côté du sud-ouest. Une compagnie forestière qui mettra 1800 employés dehors, c'est infernal. Et cela se suit avec les plantations et des familles qui se déportent. Non, je dis, si j'ai un message, comme journaliste et comme citoyen, à dire que s'il y a des leaders, c'est de leur demander de chercher la voie de la paix et qu'ils laissent toute forme de violence. Il faut renforcer la sécurité autour des populations et même des édifices. Oui, c'est un impératif aujourd'hui à tous les prix, à tous les moyens. Oui, renforcer la sécurité serait beaucoup plus efficace si dans de brefs délais, le All Anglophone Conference se tenait. Parce que ça va amorcer le dialogue, la paix que nous souhaitons dans ce pays. Mais si ce n'est pas fait, ce sera un peu difficile. Et comme, ce n'est pas une condition sine qua non. Non, c'est un la vœu. tenue d'une assemblée de la All Conférence anglophone. Pourquoi est-ce non, que tu penses que ce serait comme ça c'est mon avis. Je dis que je tiens à ce qu'elle se tienne, mais ce n'est pas une condition sine qua non. Ça, c'est mon avis. Okay. C'est mon avis. Ça peut peut-être faire évoluer quelque chose, mais je suis désolé. Et comme un téléspectateur l'a dit, l'armée ne pourra pas résoudre ce problème. Nous maintenons cette position, nous pensons que c'est le dialogue. Et seul le dialogue pourra nous donner une solution. Président Bandakani, il faut permettre à ce que les Camerounais puissent vaquer pleinement, sereinement à leurs occupations. Oui, tout à fait. Nous souhaitons que rapidement la paix et le respect de l'ordre, la légalité soit rétablie dans ces deux régions-là. Parce que, vous voyez les messages qu'on vous envoie, non? Les populations en ont marre. Rappelez-vous qu'on en avait dit ça ici au début quand ça commençait. Nous avons prévenu que voilà ça, quoi, ça va aboutir. Donc, personne ne peut se réjouir de cette situation. Deuxième chose, ceux qui réclament le dialogue comme étant la condition du règlement de cette affaire ne sont pas sérieux. Je vais vous dire pourquoi. S'il faut qu'il y ait dialogue même, supposons qu'il y ait dialogue, il faudrait que l'État parle avec l'anglophone. Qu'est-ce que d'autres acteurs politiques vont faire là-dedans? C'est eux qui font la guerre là-bas. Vous voyez comment est-ce que les gens instrumentalisent les choses? S'il faut dialoguer, c'est serré avec les anglophones. Qu'est-ce que M. Yeguel et les autres vont venir faire dans le dialogue là? Ils revendiquent quoi? Puisque ce n'est pas eux qui revendiquent là-bas. Donc s'ils sont avec eux, qu'ils aillent se rejoindre là-bas en brousse, vivre comme ces guerriers-là, en brousse, tout ça, et disent que bon, ok, on est avec vous, mais pas instrumentaliser le combat, n'est-ce pas? Le mauvais combat de ces gens-là pour réclamer un dialogue. On est dans une situation où on veut démanteler la légalité républicaine, où on veut démanteler la constitution de notre pays par des méthodes d'un autre genre, et on veut faire un coup d'État en se masquant derrière le dialogue. Si Michel, parce que toi-même tu l'as dit tout à l'heure, tu as rappelé que le président avait dialogué dès le départ. Toi-même tu l'as rappelé. Voilà, le président avait dialogué, on a dialogué avec eux. Après, c'est devenu ce que toi-même tu es en train de dénoncer, mon cher Michaud. Donc, il faut que l'ordre républicain soit respecté, la constitution soit respectée et que les Amazoniens déposent les armes, comme le président l'a demandé. Mesdames, Messieurs, c'était tout au clair de ce lundi, tout au clair qui a porté sur la sécurité, un impératif pour le vécu des populations en rapport avec la conférence des gouverneurs qui s'est tenue la semaine dernière, jeudi et vendredi dernier à Yaoundé, autour du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Tout le monde est unanime sur la question. Il faut davantage renforcer la sécurité à raison de ce qui est observé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'extrême nord, du nord de la Damawa et même de l'est du Cameroun. Des soubresauts sont enregistrés ou des crises sévères sur le plan sécuritaire sont enregistrées dans ces parties du triangle national. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir contribué à travers vos SMS. Merci à l'ensemble de l'équipe technique mobilisée pour la circonstance. Merci également à la direction générale de la télévision du Monde qui continue à nous accompagner chaque jour dans le cadre de Tout au clair. Avec le même plaisir, on se retrouve demain 21h. De nouveaux invités, une nouvelle thématique. Bonsoir.